leur approche, c'est la preuve par l'exemple. Parce qu'il y a une culture projet souvent bien ancrée dans les groupes qui ont un peu de bouteille et qui ont eu une autre vie avant. Il faut arriver aussi avec cette humilité de dire je pense que ce que je vais amener va pouvoir vous aider à accélérer ou être meilleur sur certains sujets. Mais la réalité, c'est que Accor, c'est un groupe du CAC 40 qui existe depuis X années et ils n'ont pas besoin de nous. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai le plaisir donc d'accueillir Gabriel Zanto, merci d'être là. Et Guillaume Bance, merci. En plus, tu as fait la transition et l'organisation dans tout ça. Donc, merci messieurs d'être tous les deux présents, de savoir synchroniser les agendas et d'avoir surtout accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est rapidement, je fais ça avec tous les invités, c'est de vous présenter pour qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Donc moi, ça fait à peu près 20 ans que je bosse dans le digital, 10 ans dans la tech. J'ai commencé en agence web, dans du e-commerce. J'ai fait de la start-up et j'ai notamment monté l'équipe de dev aux Galeries Lafayette. Donc 10 ans à être dev, responsable d'équipe de dev, à faire chef de projet technique et ce genre de choses. Et après 10 ans dans la tech, je voulais un peu changer d'orientation et parce que j'étais un peu frustré justement de ne pas avoir d'impact sur les roadmaps. J'ai eu une opportunité de rejoindre Prisma Media et pour passer côté équipe projet dans un premier temps, parce que c'était à l'époque comme ça que c'était encore structuré. Et j'ai accompagné la société pendant 7 ans, dans un premier temps dans une phase projet où on était très efficace pour équiper toutes les marques d'un CMS, d'une brique pub et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, l'organisation a basculé vers une organisation de produits parce qu'on en avait besoin. J'ai découvert un nouveau métier que je ne connaissais pas et je me suis auto-formé beaucoup en apprenant des gens. Et voilà, donc ça fait à peu près 7-8 ans que je fais ça. Et là, aujourd'hui, je suis chez Accor, où j'ai rejoint Gabriel en tant qu'externe, une première pour moi. J'étais toujours en interne avant. Et pour reprendre l'équipe produit de l'application. Moi, depuis Gabriel, j'ai 43 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis, comme disait Guillaume, moi je suis VP produit e-commerce chez Accor, que j'ai rejoint il y a 2 ans. Donc d'abord en charge des équipes d'application et là maintenant plus largement e-commerce qui inclut le web et l'app. Moi ça fait 20 ans que je travaille dans le digital aussi et j'ai fait on va dire deux grandes périodes, 10 ans côté business d'abord et 10 ans ensuite côté produit. Et j'ai travaillé en vrai dans tout type d'entreprise. Donc j'ai fait des grands groupes, Sony, Google, Apple. J'ai fait aussi des startups, des scale-up. J'ai essayé de monter ma boîte aussi. Ça n'a pas réussi, mais au moins je l'ai fait. Et en tout cas, j'ai essayé. Et voilà, ces dernières années, côté produit, avec différents rôles, Head of, là, VP. Aujourd'hui, VP produit ou l'équipe produit e-commerce, c'est 160 personnes en tout, quand on inclut produit et tech. Je pense qu'on en parlera après, mais on a une organisation qui est assez intéressante. Beaucoup de ce que je sais, c'est que je pense que c'est peut-être le fruit du hasard, mais vous venez plutôt de tous les deux, vous avez fait du média avant, peut-être un secteur qui était un petit peu aussi en avance et maintenant qui a peut-être quelques freins, je vois, avec la relation avec les journalistes notamment, c'est pas forcément facile quand on fait du numérique, et encore ça pourrait être critiquable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous êtes venu à faire du produit et comment vous êtes retrouvé finalement en hôtellerie, parce que vous n'êtes, je ne pense pas, des spécialistes de l'hôtellerie à la base. Et en fait, qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette position de leadership dans le produit, à gérer des équipes produits? Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que c'était une construction de parcours de carrière pour vous? Ou est-ce que c'est un peu aussi le fruit du hasard, le fruit quelque part d'heureuses rencontres et d'un parcours professionnel par rebond? Le produit, ce qui est intéressant, c'est que je pense que j'en ai fait toute ma vie professionnelle. J'ai vraiment commencé, au tout début, j'ai fait du marketing chez Sony, avec un esprit, une logique assez entrepreneuriale au sein de chez Sony.
Je devais travailler sur le portail de téléchargement musical de Sony avant l'arrivée d'iTunes. iTunes est arrivé, ils ont balayé tout le marché. Mais il y avait déjà un côté un peu entrepreneurial. Et ensuite, quand j'ai rejoint Google, je passais, donc je ne sais pas si vous le savez, mais il y a les 20% de temps alloués à des projets un peu personnels chez Google, qui correspondent à peu près à 1 jour par semaine. Et à l'époque, déjà, je travaillais sur des produits, j'étais ce qu'on appelait un product spécialiste. D'ailleurs, travailler sur la déclinaison pour le marché français, italien et espagnol de produits qui étaient construits Mountain View. À l'époque, c'était Google Maps, c'était Google Earth, etc. etc. Et quand je suis parti de chez Apple, j'avais envie de monter ma boîte, j'en avais marre. Et j'ai pris en fait cette casquette produit. On était deux cofondateurs, j'avais un binôme qui était très tech et moi je gérais le marketing, le produit, les partenariats, enfin voilà, deux on fait tout. Hein. Et j'avais rencontré, c'est un ancien collègue, Rémi Aubert, qui avait monté sa boîte à Betesti, qui m'avait dit j'ai regardé ton produit, c'est pas mal et tout. Nous, on a une problématique d'onboarding de nos utilisateurs. Est-ce que tu veux pas venir chez nous et nous aider à améliorer ça? Et j'ai passé, je crois, 2-3 heures avec les équipes produits. Et après, je rappelle Rémi et je lui dis en fait, ton problème, c'est pas l'onboarding des utilisateurs, c'est que ton équipe produit, elle n'est pas structurée, il n'y a pas de process. Il manque plein de choses qui devraient permettre de faire tourner la baraque produit chez toi. Il me dit ok, d'accord, je pense qu'il était malin, il me l'avait placé un peu plus comme ça. Il m'a dit est-ce que tu voudrais pas venir chez nous nous aider à faire un peu de produits et tout. Donc j'ai commencé en freelance, en head of product, et petit à petit j'ai pris la responsabilité full-time en CDI en interne et à structurer les équipes, mettre en place des process. Donc c'est comme ça que je suis passé de j'en faisais vraiment de loin un jour par semaine dans un grand groupe à je suis passé head of voilà. Et par rapport à ton point, c'est les rencontres. Donc, je connaissais Rémi d'avant, on a travaillé dans une agence ensemble. Et, Moi, de mon côté, c'est un peu différent parce que je viens de la tech. Tu disais plus de la tech, ouais. Et parce que j'ai commencé, j'étais dev. Et c'est arrivé un peu par hasard plus qu'autre chose. Quand j'étais dans les médias, on avait une forte croissance tous les ans d'usage et donc c'était de la monétisation par la pub. Et on touchait beaucoup de Français tous les jours. Et on voyait le plafond arriver. On s'est dit, on ne va pas pouvoir continuer de croître comme ça. Augmenter l'audience. Ça ne va pas pouvoir prendre 20, 30, 50% tous les ans. À un moment donné, ça va s'arrêter. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper tout ça? Et là, on s'est dit, on va être obligé de s'intéresser à nos utilisateurs. En fait, moi, c'est plus par la force des choses que je suis passé de ce côté-là, parce que il a fallu qu'on s'adapte à la situation. On s'est dit, en fait, ça nous permet de dérisquer, ça nous permet d'être plus focus sur les vrais sujets, de mieux maîtriser nos coûts. Et c'est par ce biais-là que je suis rentré dans le produit. Et après, pourquoi je suis arrivé dans l'hôtellerie? L'hôtellerie, c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas. Mais moi, je suis plus arrivé là parce que double casquette, j'avais géré des équipes produits et des équipes app. Ça ne voulait pas parler, mais j'avais aussi eu des équipes app. Et par connaissance, du coup, on a été mis en relation. J'ai pas répondu du coup effectivement à ta question de pourquoi l'hospitalité. En fait, ça va dans le sens de ce que dit Guillaume, c'est que moi j'avais travaillé côté produit, start-up, scale-up. Je cherchais à avoir plus d'impact. Voilà. Et en fait, les start-up c'est cool, hein, mais tu te bagarres avec 5000 utilisateurs, que tu essaies de faire payer, c'est en mode survie. Alors que là, c'est des millions. Alors que, justement, et en fait, je me disais, avec ce niveau d'expérience, alors toute proportion et humilité gardée, évidemment, où est-ce que je peux avoir le plus d'impact? Je me disais, en fait, quand on regarde le marché, à mon époque, c'était de dire, en fait, soit il y a le conseil, soit éventuellement rentrer, et du coup, c'est quoi le marché? C'est les grands groupes. Pour le coup, assez reconnus, où on se dit, c'est là où il y a le besoin de plus d'acculturation au produit, et en même temps, l'avantage, c'est que c'est là où tu peux avoir le plus d'impact. Et après, le deuxième élément qui était fort, on sortait du Covid, et moi j'avais ce besoin en fait, de revenir à quelque chose qui avait du sens pour moi. Et qu'est-ce qui a du sens pour moi? C'est l'humain. L'hospitalité pour ça était pertinente. Et après, dans mon parcours, effectivement, Accor, j'y suis allé un peu, je ne cache pas, j'y vais, mais peu de chance, peu de chance que je sois convaincu. Au bout de 1, 2, 3, 4 entretiens, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose dans ce groupe, il y a une vraie envie de transformer. Et c'est aligné avec mon envie d'être dans un secteur où c'est l'humain qui prime. Et en plus, tu es dans un grand groupe où il peut y avoir de l'impact. Super intéressant la notion d'impact. Nous aussi, c'est pour ça qu'on accompagne les grands comptes. Et ce qu'on dit à nos équipes, c'est
c'est là où on a de l'impact et on touche plein d'utilisateurs différents et avec des produits extrêmement vastes. On va y revenir parce que je pense que ça a son autre complexité aussi. Je veux revenir sur un point à la fois pour toi, Gabriel, où tu as fait pas mal de petites boîtes, comme tu disais, des startups, des scale-up avant cette approche grand compte. Et intéressant, ce choix de pivot et cette réflexion autour de ça. Et du coup, plutôt de ton côté, Guillaume, où tu disais plutôt grand compte, j'ai fait de l'approche projet pour pivoter vers de l'approche produit. Faire du produit dans un grand compte, en gros, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est puriste? Est-ce qu'on hybride avec une approche projet? Il y a beaucoup aussi de personnes dans les grands groupes qui confondent un petit peu les deux. Comment vous abordez le sujet? Est-ce que vous êtes volontairement assez raide sur la démarche, les méthodes, la pratique, la culture pour petit à petit faire pivoter la boîte? Est-ce que vous y allez avec une méthode plus douce où on se dit aussi il y a un lot d'hybridation lié à la technostructure, même si c'est un terme un peu vieillot et un peu lourd en sens, mais voilà, je serais preneur de votre feedback là-dessus et de comment vous l'avez appliqué. Alors le passé, je pense que la meilleure approche, c'est la preuve par l'exemple. Parce qu'il y a une culture projet souvent bien ancrée dans les groupes qui ont un peu de bouteille et qui ont eu une autre vie avant. Et qu'on ne peut pas passer de tout l'un à tout l'autre d'un seul coup, c'est trop violent. Et en même temps, peut-être que tout n'est pas acheté. C'est ça aussi. Exactement. Et puis on a quand même, moi, par exemple, dans les médias, on arrive dans des groupes où il y a une connaissance de la marque, de l'audience, ça qui est quand même déjà ancré et qui est déjà un asset hyper important et sur lequel il faut s'appuyer. Donc, en fait, il faut réussir à embarquer les équipes dans la démarche et pas à se les mettre à dos parce que sinon c'est fini. Ouais. Et ils ont le pouvoir. Ouais, et ils ont le pouvoir, le budget. Ils ont le pouvoir. Ouais, non, mais c'est vrai. Historiquement, les journalistes, c'est grâce à eux que les médias existent. Ouais, bien sûr. C'est exactement la même chose dans l'hôtellerie où en fait, c'est les hôtels, c'est les hôteliers qui font le business. Donc il faut arriver aussi avec cette humilité de dire je pense que ce que je vais amener va pouvoir vous aider à accélérer ou être meilleur sur certains sujets. Mais la réalité, c'est que, Accor, c'est un groupe du CAC 40 qui existe depuis X années et ils n'ont pas besoin de nous. Donc il faut être, effectivement, preuve par l'exemple. Après, moi, ce que je vois, mais c'était pareil, c'était ce qui me gênait un peu dans l'écosystème produit général, c'est ce côté un peu ayatollah du product management, venant de gens qui finalement ont peu d'expérience concrète du succès de ce que ça peut amener. Il y en a beaucoup qui lisent les Marty Kagan & Co. Sur la théorie, tout le monde est au taquet. Mais dans la réalité de comment tu vis ça dans ton entreprise... Et du fameux impact apporté. Et du fameux impact apporté. Voilà, il faut quand même un peu d'humilité par rapport à ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai abordé, c'est où est-ce que je peux être pertinent par rapport à un contexte où ça tourne déjà. Sans aller bousculer le business, le marketing, etc., j'arrivais plus en disant, je vais essayer d'accompagner et d'aider mes équipes à leur dire, voilà où on est, voilà où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut y aller, et de les embarquer déjà. Donc c'était concentré d'abord sur l'équipe produit et tech, avant de créer une espèce d'émulation auprès des équipes adjacentes ou dans une organisation matricielle de grands comptes, forcément, il y a beaucoup de transversalité. Voilà, de donner envie aux autres de participer à l'aventure. Et puis des projets, il y en aura toujours. Dans des boîtes comme ça, il y a tellement de monde à coordonner. Il faut aussi savoir se dire, c'est pour faire de la coordination, la planification entre 10 équipes qui vont intervenir sur le même sujet. Il y a un moment donné, il faut aussi être réaliste et pragmatique. Toute la partie discovery, on peut l'amener assez plus simplement parce que dérisqué. Il y a certaines phases de delivery, par exemple, je ne l'ai pas vécu, mais quand Accor rachète d'autres marques, il faut les intégrer au SI. Tu as une roadmap à poser. Il y a quand même des choses où alors, on n'a pas le choix. Et ça existe beaucoup moins dans les petites structures. Il faut s'adapter en fait. Ouais. Il faut vraiment s'adapter. C'est quoi les cultures de l'entreprise? Est-ce qu'elle est très orientée business? Est-ce qu'elle est très orientée marketing? Est-ce qu'elle est tech? Voilà, faut tenir compte. Nous, les premiers, on doit tenir compte du contexte pour voir. De l'historique. Exactement, de l'historique. Et où est-ce que tu peux amener, embarquer les gens par la preuve par l'exemple, effectivement. Et justement, par l'exemple, sur quoi vous vous battez ou vous avez obtenu un succès où vous dites, OK, là, j'ai apporté quelque chose dans la pratique du produit et vous y avez vu un impact, parce que je reviens sur ta notion de ne pas faire du produit, pour la beauté et l'art de faire du produit, mais pour que ça apporte un impact à l'organisation. Je pense que ce que je vois dans d'autres grands groupes, c'est la prédominance de la delivery.
Tout le monde est concentré sur on sort des projets. On les sort, on les sort, on les sort. Moi, ce qui m'avait marqué en arrivant chez Accor, c'était quasiment la première semaine où j'arrivais, c'était début janvier, et en fait, il y avait une espèce de rétrospective de tout ce qui avait été, tous les succès de l'année précédente. Et en fait, on me listait les 200 sujets qui étaient sortis. Alors, 200 sujets sortis, et j'étais là, ok, super, génial, vous avez... Et concrètement, c'est quoi l'impact? Que ce soit business, utilisateur, pas de réponse. Donc en fait, on se gargarisait simplement d'avoir réussi à sortir 200 choses. Ok, bah, en fait, aucun intérêt. Donc, ce que j'ai essayé d'amener à l'équipe, c'était de leur libérer davantage de temps pour se concentrer sur en fait, la recherche de la valeur, aligné avec un focus qui était en fait, vous avez une vision, voilà où on veut aller, voilà pourquoi on veut aller, concentrez vos efforts. Parce que là, on avait des initiatives qui étaient un peu disparates, chacun y allait deux, et on avait un gros focus qui était sur la delivery. Donc, le premier élément de concentration pour moi de l'équipe, c'était je vous dégage du temps, notamment côté PO, côté designer, pour que vous passiez du temps à réfléchir sur des sujets qui peuvent avoir un impact par rapport à la stratégie qu'on a posée ensemble. Ça, c'était le premier, je pense, succès. Et on sort un peu de la delivery et on commence à réfléchir un peu. Après, on a été quand même pas mal porté, quand on regarde l'application mobile All.com dans l'écosystème Accor, là, fin 2023, on était à quasiment 60% de croissance. Et on était dans les mêmes zones en 2022. Donc en fait, on est sur un trend qui est très fort en termes de revenus générés pour le groupe, qui est très important, en termes de satisfaction client, tel que vu les ratings des stores ou les commentaires qu'on peut voir, on voit qu'on arrivait à gagner de l'attraction, et notamment parce que le cap était clair et on donnait des moyens et du temps aux équipes pour pouvoir dérouler là-dessus. Voilà un peu les premiers succès, en tout cas jalons, qui pour moi étaient importants, d'embarquer d'abord les équipes avant de se dire ok, il faut aller acculturer un peu les autres et les embarquer dans la démarche. Les challenges que vous avez rencontrés, alors j'imagine qu'ils peuvent être multiples, mais les majeurs où vous dites « Ok, j'arrive dans une position de leadership dans une équipe produit ou dans une organisation produit », pour vous, c'est quoi les signaux majeurs et les challenges majeurs, si vous deviez en citer quelques-uns, si vous deviez prioriser? L'alignement avec les équipes métier et business. C'est de ne pas leur donner l'impression de les déposséder de quelque chose, et vraiment d'avoir une action et une relation qui fait qu'on y va ensemble. Et c'est ça l'enjeu principal, c'est-à-dire comment on arrive à y aller ensemble. Paquet. Ouais, mais effectivement, moi je pense que le premier dans un grand groupe, c'est l'inertie. C'est l'inertie. Ça prend un temps de malade. Entre le moment où on se dit qu'on embarque les gens, on avance, 6 mois. Voilà. Donc, quand on a l'habitude de fonctionner rapidement, aujourd'hui on prend la décision et demain on l'implémente, voilà. Là, non. Là, il faut embarquer les gens, etc. Ça, c'est le premier sujet, l'inertie. Le deuxième, mine de rien, je pense, c'est aussi les gens. Avoir les bonnes personnes et sortir, toujours pareil, ça fait un peu cliché, mais dans un grand groupe, tu vas plus facilement avoir des gens qui ont l'habitude de faire d'une certaine façon. Et parfois, c'est compliqué de les faire changer, quoi. Donc, voilà. Soit la gestion du changement. Exactement. La gestion du changement humaine, c'est la plus compliquée à faire, je trouve. Et moi, la réalité de ce que j'observe, c'est qu'il y a des gens que tu peux embarquer, il y en a que tu ne peux pas embarquer. Il faut être à l'aise, c'est dur à dire, mais avec le fait de se séparer de gens qui ne sont pas dans cette dynamique, qui est une dynamique impulsée par le top management, évidemment. C'est pas de manière autoritaire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, ce que j'ai constaté aussi, c'est côté produit, design, tech, c'est en fait, c'est la capacité à avoir accès aux utilisateurs. Parce que si on prend Accor, c'est 110 pays, c'est 18 langues, c'est des millions d'utilisateurs. Et à nouveau, on est un groupe coté, il y a des enjeux légaux, il y a des enjeux de respect de la vie privée, etc., qu'on évite plus facilement dans des plus petites structures, où on se posera la question après. Là, en fait, c'est dès le départ, il faut être compliant. Il faut être compliant. Et après, je te rejoins à 2000%, ça, c'est des écueils qui nous sont propres. Après, c'est comment tu arrives à embarquer les autres stakeholders. Des fois, les équipes produits sont hiérarchiquement pas du tout dans les mêmes services ou les mêmes divisions. Et c'est des fois beaucoup plus compliqué. Ça, c'est un vrai sujet, l'organisation. Nous, la DBF, c'est plusieurs centaines de personnes, donc la Digital and Business Factory d'Accor. Et effectivement,
typiquement, il y a beaucoup de fonctions qui sont transverses. Typiquement, nous, le design, on a des designers dans les équipes, mais il n'y a pas de rapport hiérarchique. Ce sont des équipes qui sont à côté. Pareil sur la partie data, pareil sur la partie product marketing. Donc en fait, on arrive à constituer des équipes plus ou moins autonomes. Voilà. La réalité organisationnelle fait que ces gens ne sont pas hiérarchiquement dans les équipes, que parfois ils sont mobilisés sur plusieurs équipes, etc. Si jamais ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui ne convenaient pas par rapport aux problématiques de ces équipes-là, c'est une tannée, en fait. C'est une tannée, parce que voilà, tu peux juste constater que ça ne fonctionne pas. Donc l'organisation est un vrai sujet aussi. Voilà. Et bouger les lignes des organisations, c'est comme l'inertie. C'est compliqué, ça prend du temps. Il faut montrer que la version alternative peut fonctionner. Peut-être une question un peu qui tue pour la fin, c'est vos scopes respectifs. Comment vous les gérez Du coup, Gabriel, toi, tu as été sur la mobile avant. À quel point tu rentres sur les sujets de Guillaume? En fait, la relation aussi m'intéresse dans l'organisation, justement, entre vous, où j'imagine, Guillaume, tu es beaucoup plus focus sur l'app mobile et les équipes mobiles. Tu as un scope un peu plus large qui embarquait historiquement cette équipe-là. Comment vous gérez à quel point, toi, tu prends de la hauteur et tu te globalises ou pas? Et c'est peut-être pas une volonté. À quel point Gabriel, toi, tu rentres aussi sur le scope produit de Guillaume. Voilà, comment ça gère et comment ça s'anime en fait, peut-être l'organisation produit au-delà des équipes opérationnelles. Je n'ai pas réfléchi trop à ça. Le moteur en touche. Non, c'est fait plutôt naturellement. Je ne sais pas trop. Enfin, Gabriel rentre pas trop dans les sujets de l'app. Enfin, du coup, beaucoup moins qu'avant, par la fête. Et il m'a laissé la place, entre guillemets, de travailler sur la vision de l'app, sur ça. C'est des choses qu'on va travailler ensemble, évidemment. Mais je me sens, j'ai suffisamment de liberté, pour moi en tout cas, et ça s'est fait plutôt naturellement. Et après, on a tous les deux quand même pas mal d'expérience, et du coup, sur pas mal de sujets, on échange plus que. J'ai pas l'impression d'avoir forcément un rapport hiérarchique. Ouais, mais c'est justement ça qui m'intéresse, c'est comment vous arrivez à vous enrichir l'un l'autre pour un scope global ou pour un scope plus centré sur un produit ou un ensemble de produits donnés. Sur les sujets problématiques, on échange. En fait, c'est typiquement, il y a des questions d'organisation. Moi, je demande à Guillaume, qu'est-ce que tu en penses sur un scope qui n'est pas le scope de l'app, beaucoup plus large. Après, c'est important, Guillaume, il a cette expérience-là, il est manager, il a du vécu. Moi, mon travail, c'était comment j'arrive à lui donner cette place-là et pas être dans le micro-manager. Voilà comment je faisais à l'app, s'il te plaît, respecte ça et continue, quoi. Ça n'a pas de sens. Ni pour moi, ni pour toi, de toute façon. Et après, en vrai, j'ai bien d'autres sujets à courir pour les réussir en toute autonomie. J'imagine, mais est-ce que toi, par le produit web, etc., tu viens inputter l'app ou non? Et est-ce que l'app, évidemment, en remontée, vient inputter pas mal de sujets ou prendre une expérience utilisateur ou une expérience client qui n'est pas gérable sur le web, par exemple? Tout à fait. La stratégie qu'on a évoquée là, sur les 3 ans qui viennent, il y a un élément clé qui est le positionnement de l'application. En fait, le e-commerce, c'est quoi? C'est juste se dire, c'est quoi l'expérience end-to-end qu'on va proposer à nos utilisateurs sur nos touchpoints digitaux. Donc, ça inclut du web et ou de l'app. Et donc, lequel de ces touchpoints est le plus pertinent à quel moment du parcours. Donc, forcément, il y a une place de l'application. Et l'idée, c'est de donner un peu cet arc narratif global. Et après, à Guillaume, une fois qu'il a compris ça et qu'on a échangé là-dessus, dire, l'application, où est-ce que je la positionne et qu'est-ce qu'il faut que j'aille creuser. Je crois que c'est la première fois que j'ai un manager c'est aussi pour ça que je suis venu, qui a une vraie expérience et expertise sur le métier, dans le product. Moi, je me nourris beaucoup des échanges et de dire, et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on arrive, moi, j'arrive à mieux travailler, à mieux apprendre, c'est de se dire, on se pose sur des problématiques ensemble, c'est quoi ton avis, c'est quoi machin, et le ping-pong fait qu'on avance. Et pour moi, c'est hyper enrichissant. Et pour rester sur ces notions de scope et parler un peu plus aussi du métier, l'hôtellerie dans le numérique et dans le produit numérique demain, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez des tendances émerger? Je pense que Accor est quand même une boîte assez mature, en tout cas
moi, ça fait longtemps que je les vois œuvrer sur l'organisation produit, même si c'est un mastodonte, comme on l'a dit, avec beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'impact, beaucoup de clients. Mais voilà, comment vous voyez les choses, comment vous arrivez à positionner la boîte, comment vous voyez le futur, peut-être sur la mobile, peut-être de manière plus globale sur le e-commerce. Là où Accor a une vraie différence par rapport à d'autres marques type Booking, Expedia, tout ça, on peut offrir une vraie continuité d'expérience entre l'expérience digitale du booking, je trouve le meilleur prix, la chambre, l'hôtel qu'il faut, au bon endroit, et le séjour. Et comment cette continuité-là, on l'assure avec le site dans un premier temps, et là, dans un second temps, pour accompagner les utilisateurs tout au long de leur séjour. Et c'est là où on peut se différencier. Je pense que c'est là où on peut vraiment faire quelque chose pour vraiment augmenter l'expérience de nos utilisateurs. Ouais, on dit l'expérience s'arrête pas à la porte des hôtels. Et ça, c'est vrai. L'histoire d'Accor est intéressante là-dessus. Il y a un bouquin, je crois que c'est L'amour d'entreprendre, qui explique que les deux fondateurs d'Accor expliquaient au début, c'est les personnes en interne, puis les clients, puis les financiers. Donc en fait, ils placent une importance vraiment majeure sur les hôteliers et le métier d'hôtelier, avant même les clients et avant même les financiers. Il ne faut pas les oublier dans notre équation. Les promoteurs de... Exactement. Ouais, puis augmenter leur métier ou faciliter leur métier par le numérique, j'imagine que c'est une ambition. Voilà, c'est comment on arrive à leur permettre, comment on leur dégage du temps pour se concentrer sur la relation humaine. C'est ça en fait. Et là, il y a plein d'exemples à les tirer de ce qui se fait en retail ou quoi. Le frictionless, évidemment, quoi. Et surtout, on te connaît, on va éviter de te demander 250 fois les mêmes informations. Dans le luxe et l'ultra luxe, en fait, on peut même connaître la taille de pointure des clients pour leur mettre les bons pantoufles, les bons chaussons ou les chaussures de sport pour aller faire des footings. On en est là, en fait. Bien sûr. Donc, et le digital, c'est juste un catalyseur incroyable pour arriver à améliorer ce type d'expérience-là, quel que soit l'endroit dans le monde. Ouais, et justement, peut-être petite question pour la fin. À quel point vous rentrez dans cette personnalisation-là ou pas, au détriment de globaliser les utilisateurs pour les embarquer dans une logique d'impact business. À quel point vous êtes globalisant et à quel point à un moment vous rentrez dans le micro en se disant là, ça nécessite pour être différenciant dans l'expérience ou l'approche. Le souhait, c'est de personnaliser au maximum l'expérience. La réalité, c'est que, nous surtout, dans nos équipes centrales, on a quand même besoin d'un rationnel global. Comment on arrive à redonner la main aux équipes régionales et locales sur le niveau de personnalisation. Donc, il y a vraiment deux types de personnalisation. Il y a la compréhension par les acteurs du marché local. Donc, exemple, je suis en MIAPA, qui est la région Asie-Pacifique. Tu ne peux pas mettre une image avec une photo d'alcool à Abu Dhabi, alors qu'à Dubaï, c'est ce que tu vas vouloir faire. Donc, en fait, il y a cette dimension de la compréhension des enjeux locaux géographiques. Et le deuxième pendant, qui est effectivement la compréhension de nos utilisateurs. Et ça, pour le coup, moi, Gabriel, que je sois à Paris ou que je sois à Dubaï, ça reste Gabriel. Donc, on joue sur les deux tableaux. Ouais, et puis après, il faut savoir aussi jongler, parce qu'on a des utilisateurs du luxe et des utilisateurs premium ou économie. Et aujourd'hui, l'expérience est la même, mais demain, il faudra que ça ne soit pas la même, parce que c'est des utilisateurs qui n'ont pas les mêmes attentes. On doit offrir une expérience différente en fonction de qui arrive et de ses attentes. Le challenge, c'est le respect de la vie privée, le consentement, la capacité pour nous à connaître les utilisateurs, etc. etc. Donc ça, c'est des gros challenges. Au-delà de la dimension technologique, il y a la dimension légale. C'est vrai que ça, on n'a même pas tant parlé que ça. Plus parler des challenges humains que des challenges et du legacy tech. Mais bon, on ne peut pas tout aborder et à un moment, il faut que je puisse vous libérer aussi quand même. Peut-être justement un petit mot sur la fin, peut-être un petit sujet dont vous aviez envie de parler, qu'on n'a pas abordé. Ça va 360. J'apprécie. Parce qu'il y a une culture, un projet souvent bien ancré dans le groupe. Merci à tu l'avais dit. Ouais, mais c'est important parce qu'en fait, effectivement, je disais tout à l'heure, c'est trop violent. Notre écosystème produit français, très auto-centré. J'en fais partie, donc je suis le premier à le reconnaître. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent en ce moment dans les grands groupes. Il y a une vraie volonté de transformation et je vois de plus en plus de gens compétents et pertinents qui font du produit,
qui vont dans ces organisations-là. Et je trouve ça hyper intéressant. J'aurais pas dit ça il y a 2-3 ans. C'est vrai. 2-3 ans. Il y a eu un vrai switch d'expertise, d'apport. Ouais. Je pense que l'économie a aussi pas mal chahuté la vie des startups et des scalers. Ouais, et puis il faut rendre à César, les startups ont apporté ça aussi. Je pense Exactement, que les grands ouais. groupes sont sortis un peu de leur piédestal en Ouais. disant oula. Mais on retrouve cette recherche de rentabilité, le fameux ROI. Donc ça, c'est le premier juge de paix en fait, de toutes nos entreprises. Et en fait, l'avantage dans un grand groupe, c'est que ton market fit, il est trouvé. Donc tu vas aller chercher de l'incrément de valeur, mais ce qui est en jeu, c'est pas la survie de l'entreprise. Ouais, puis on sort du tout digitalisé pour un digital plus pragmatique, comme Exactement, tu le disais, où on exactement. va chercher derrière du résultat, de l'impact. Exactement. Et puis je pense aussi le marché a changé et l'attente des utilisateurs a changé. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont chercher aussi une expérience. C'est ça. Et c'est l'économie de l'expérience. oui, sans plus argument. Oui, c'est l'économie de l'expérience, Ouais, ouais, bien sûr. exactement. Ouais. Et du coup, la technologie, pour moi, elle doit être. Je dis pas qu'elle doit être ambiante ou cachée, mais elle est au service de l'expérience. Tu as raison. C'est pas le sujet, c'est pas le digital. Le sujet, c'est nos clients, l'expérience globale. Top, on garde ça pour la fin. La technologie au service de l'expérience. Déjà, merci. Un grand merci, messieurs, pour votre temps, parce que c'est quand même du temps dédié, de l'investissement, et pour cet échange super riche. Moi, à chaque fois, je suis content, je suis fan. Je pourrais parler 4 heures, 5 heures comme ça. Il y a tellement de choses à raconter. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite, telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!